tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le monde du rap a son lot de personnages controversés. Et parmi ceux qui figurent en tête de cette liste, il y a sûrement South Park Mexican. Beaucoup d'entre vous ne savent probablement pas qui est ce rappeur et pourtant dans les années 90, c'était l'un des rappeurs qui a mis la lumière sur Houston et qui a pavé la voie à tous les rappeurs latinos. Celui que l'on surnomme SPM devrait être respecté et connu de tous, cependant il n'est cité quasiment nulle part. Il n'est pas joué en radio et très peu de rappeurs parlent encore de lui aujourd'hui. À croire qu'il a été en quelque sorte effacé de la mémoire collective du hip-hop. Quoique, pas totalement. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Alors, à titre personnel, je ne connais pas la musique de South Park Mexican. J'ai entendu parler de l'affaire dont je vais vous parler ici, mais en dehors de ça, je ne connais pas sa musique, je ne connaissais pas son label. C'était vraiment l'un de ces phénomènes hyper underground des années 90. Et si t'étais pas à Houston à ce moment-là, c'est très difficile d'en entendre parler. Mais il y a une raison pour laquelle on parle pas beaucoup de lui et qu'il n'est pas diffusé en radio. En fait, il y a eu une succession d'événements au début des années 2000 qui ont complètement chamboulé les choses. Alors, il y a une partie des gens qui considèrent ça comme étant injuste et une autre partie des personnes qui considèrent ça comme totalement mérité. Jusqu'à ce jour, cette affaire fait parler parmi les gens qui connaissent South Park Mexican. Dans tous les cas, je suis là pour vous raconter l'histoire de South Park Mexican avec un maximum de détails dans ce nouvel épisode de Affiliated. Si tu aimes ce concept ou tout simplement si tu veux voir la chaîne grandir, mets un like. N'oublie pas de commenter si tu as des choses à dire à ce sujet. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te parler du partenaire. Merci à Chain Nation de sponsoriser cet épisode. Chain Nation, très simplement, c'est une marque de bijoux qui propose des produits pour les hommes et les femmes et avec une gamme de produits extrêmement large. Ça va aller de produits très chers, bijoux customisés, VVS, mais le but de cette vidéo, bien entendu, c'est pas de vous proposer ces produits-là. Et ils proposent aussi des produits accessibles à la majorité, des produits en dessous de 100 euros, début 100 euros, 100, 200, 300 euros. Personnellement, ça fait 2 mois que je porte la chaîne, la bague, etc. Vous me voyez d'ailleurs dans mes vidéos sur Instagram et franchement, les produits ne bougent pas. Lorsque tu prends des colliers et des bracelets en argent, franchement, ça tient super bien. Alors, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai. Là, actuellement, je porte le bracelet en diamant et en argent. C'est l'un des best-sellers du site. Et ensuite, vous avez vraiment le best-seller qui passe pour absolument tout le monde. La chaîne en or qui va avec le bracelet en or. Donc, c'est très discret. Ça va absolument à tout le monde. Et en termes de prix, c'est extrêmement accessible. Et en termes de service, tous les produits sont garantis à vie. Leur service client est au top. Tu les contactes sur Instagram, par email. Ils te répondent. Ils ont 5 étoiles sur Trustpilot. Et pour ce qui est de la livraison, tu vas kiffer. Elle est gratuite en France et à l'étranger. Et si tu veux recevoir ta commande en 24 heures, elle est gratuite à partir de 200 euros. Tu commandes aujourd'hui, tu la reçois demain. C'est pas une dinguerie, ça? Alors, tout d'abord, les liens des produits que j'ai présentés sont dans la description. Le lien du site l'est également. Et je te propose avec ça un code de réduction de 30% avec le code MAJOR30. Tu tapes MAJOR30 et tous les produits du site seront à moins 30%. Et pour ceux qui ont peut-être un petit peu de mal à payer, il y a Klarna et tu peux payer en 3 fois. Alors, sois frais pour tes vacances là cet été en prenant un petit truc là. Le lien est dans la description. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir dans les années 90 à Houston. Une époque où la scène de cette ville est l'une des plus singulières des États-Unis. Entre les voitures couleur bonbon, la Lean ou le Shopton Screw, la scène hip-hop de cette ville du Texas proposait un point de vue complètement différent de celui de la côte Est ou de la côte Ouest. Et parmi les stars locales de cette scène alternative, il y avait entre autres UGK, les Ghetto Boys de Rap-A-Lot, le label de J Prince, DJ Screw et la Screwed Up Clique, et bien sûr South Park Mexican. South Park Mexican aka Carlos Coy était une star incontestée de la scène de Houston. Il s'était fait connaître en tant que rappeur indépendant en vendant des CD à l'arrière de son camion et c'est petit à petit qu'il est devenu une star locale. C'est d'ailleurs l'un des premiers rappeurs latinos à avoir eu une notoriété significative aux côtés de Cypress Hill. Il faut noter aussi qu'il a été affilié à la Screwed Up Clique de DJ Screw, un crew très populaire à Houston. Pull up on the double, these boys want trouble. They call me Flintstone and my homies born rubble. I'm a roll 84 to the start clacking.
put them on their back and gotta ask them what happened. I'm SPM, you know my name. Alors il est difficile aujourd'hui de se rendre compte de la notoriété d'un South Park Mexican étant donné que c'était les années 90 et que c'était un artiste qui finalement est resté underground, mais c'était un rappeur qui remplissait toutes les salles dans le Texas et dans les États environnants. Et aussi autre chose, c'est l'un des premiers rappeurs cross-racial, c'est-à-dire qu'il était populaire à la fois chez les Mexicains mais aussi chez les Noirs. Et ça c'est dû au fait qu'il ait grandi à South Park, un quartier du Texas qui est majoritairement afro-américain à 81%, 16% de latinos, et donc très vite il a dû s'adapter en fait à toutes les communautés. Et donc ça s'est ressenti probablement dans sa musique et ça lui a permis de conquérir de nouvelles parts de marché entre guillemets dans les différentes communautés. Donc il avait une force toute particulière et c'est pour ça qu'il était connu et aimé de tous. Au milieu de Rap-A-Lot, Suave House ou encore de Swisher House, SPM décide de fonder le label Dope House Records dans le modèle indépendant si cher à Houston, et c'est comme ça qu'il a fait émerger toute une génération de rappeurs latinos. Et parmi eux, il y a un rappeur de Vallejo, ville de Californie, qui a émergé grâce à SPM et son nom est Baby Bash. Baby Bash signera chez Dope House Records à la fin des années 90. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a fait ce morceau-là. Alors à titre personnel, c'est l'un de mes morceaux favoris de tous les temps. Je pense que quand j'aurai 70 ans, j'écouterai encore ce morceau parce que j'arrive pas à m'en passer. Et c'est sûrement dû au fait que je l'écoutais entre mes 12 et mes 15 ans. Et quand tu écoutais une musique entre tes 12 et tes 15 ans, ça te marque à vie. Donc Baby Bash, gros big up à toi. Et jusqu'à ce jour, Baby Bash dit que SPM a eu un impact crucial dans sa carrière. Wiggy 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 was like a big radio song for us back then. And I happened to write that and I was on it. I was in the video and that expanded my shit. It's always JT, Funky Aztecs, Frost, and SPM are like the cornerstones who blew up Baby Bash. Bien qu'il soit une superstar localement, SPM reste inconnu à New York ou encore en Californie. Alors ça, c'est dû au fait que dans la période dans laquelle il s'est développé, le Web 2.0 n'était pas encore arrivé. Donc, les artistes avaient un ancrage local extrêmement fort. Il fallait que tu sois en mesure de conquérir ton quartier, ta ville, puis ton État, avant d'être en mesure de conquérir les États environnants et enfin toutes les États-Unis, puis le monde. Et tu as des artistes comme ça qui restaient très local parce que le point de vue aussi local n'était pas forcément compris ailleurs. Il faut aussi dire que dans les années 90, dans les États-Unis même, un artiste de New York avait du mal à écouter un artiste du Sud à cause de l'accent, à cause du point de vue culturel différent. Donc, beaucoup d'artistes qui étaient très populaires dans leur État ou dans leur ville ne réussissaient pas nécessairement à devenir populaires dans toutes les États-Unis. Et le seul moyen pour réussir à être populaire nationalement puis internationalement, c'était via une maison de disques ou alors via les radios. Lorsque tu réussissais à breaker des différents marchés, à ce moment-là, tu pouvais être connu nationalement. Et ça a été le cas des Ghetto Boys de Jay Prince. Et c'est comme ça que la culture de Houston, du rap de Houston pour être précis, est devenue populaire dans l'ensemble des États-Unis. Mais après, comme tu le sais, avec le développement d'Internet, ça a été beaucoup plus facile pour un artiste de Houston, de Paris, de ce que tu veux, d'être connu internationalement. Mais justement en 2000, une opportunité de se développer davantage se présente à lui. Universal souhaite le signer avec une avance de $500 000 et donc avec tous les moyens financiers et humains à sa disposition, SPM peut désormais prétendre à étendre son succès sur toutes les États-Unis, voire même le monde. Mais malheureusement, ce qui aurait dû être une success story comme on aime les raconter ici, s'est transformé en un déclin lamentable. En septembre 2001, alors qu'il est sur le point de sortir son second album chez Universal, South Park Mexican est arrêté par la police de Houston pour, tiens-toi bien, agression sexuelle sur mineur. C'est la mère de la victime, qui est l'épouse de son meilleur ami incarcéré, qui a signalé l'attroupement sur sa fille de 9 ans. Alors pour vous expliquer le contexte, la maman avait l'habitude de venir chez South Park Mexican avec ses enfants étant donné que les deux familles sont amies et c'est en laissant sa fille dormir chez SPM que les faits se seraient produits. Attention, ne saute pas de ton siège, on est encore au début de l'histoire, il y a encore beaucoup de choses qui se rajoutent
Et comme je te l'ai dit en intro, il n'est pas juste détesté, il est controversé. C'est-à-dire il y a des gens qui le soutiennent, etc. Je t'explique les choses ici et ensuite à toi de te faire tes propres conclusions. Cette accusation va ouvrir la boîte de Pandore et une autre affaire encore plus vieille va ressurgir à la surface. En 1993, SPM a à peu près 23 ans, il est dans un strip club et rencontre une stripteaseuse. Il a bu, il a fumé, commence à se draguer, bref, il finit par l'embarquer chez lui et il lui fait le boulot. Bon, tu m'as compris. Jusqu'ici, rien de choquant, quoique j'aurais eu peur d'embarquer une stripteaseuse chez moi, c'est quelque chose qui est connu comme étant d'assez dangereux. Il y a souvent des hommes qui se font droguer puis voler à ce moment-là, mais bref, j'en sais rien, je l'ai jamais fait, bref, il a fait ce qu'il a fait. Soit, mais très vite, il s'est rendu compte que c'était l'une des pires choses qu'il ait pu faire. Pourquoi? Alors, non seulement cette stripteaseuse est tombée enceinte, mais en plus de ça, cette stripteaseuse n'aurait jamais dû être une stripteaseuse, elle n'aurait jamais dû être dans un strip club, elle aurait dû être quelque part en train de réviser son brevet parce qu'elle n'avait que 13 ans. 13 ans. Lorsque j'ai su cette affaire, il y a plein de questions qui se sont bousculées dans ma tête. Alors déjà, pourquoi et comment une fille de 13 ans se retrouve dans un strip club, pas en tant que serveuse, pas en tant que cliente, non, en tant que stripteaseuse en train de faire ce stripteaseuse? Qui l'a embauchée? Celui qui l'a embauchée n'a pas vu qu'elle avait 13 ans, ne s'est pas rendu compte physiquement qu'elle avait 13 ans. SPM lui-même, il s'est pas rendu compte qu'elle avait 13 ans. C'était pourtant évident. Et j'ai une photo que j'ai retrouvée, je vous la montre, la voici. C'est vrai que quand je vois cette photo, je suis assez confus. Je me demande même sur cette photo si elle avait 13 ans. Je pense pas qu'elle avait 13 ans, mais pour moi, visuellement, et je pense que la plupart des gens réussiraient à reconnaître assez clairement une fille de 13 ans. Donc je ne comprends pas cette affaire. Après, du côté de SPM, la seule chose que je peux à la rigueur me dire, c'est qu'il a bu et qu'il a fumé, qu'il n'était pas dans son état normal lorsque tout ça s'est produit. Mais sinon, pour tout le reste, je ne comprends pas. Là, je sors du personnage de Chris Iconic, là, je suis en train de parler en tant que Chris tout court. Et c'est vrai qu'en vous exposant cette histoire, je me pose toujours autant de questions. Très bizarre. Bref, suite à ces faits-là, à l'enfant qui arrive, South Park Mexican propose de marier la fille de 13 ans et ses parents refusent de la marier. Donc là, je me dis, ses parents sont dans sa vie au moment où elle a un enfant, mais pas lorsqu'elle est en train de... Bref. Donc les parents refusent. Par contre, il accepte de verser une pension alimentaire pour élever l'enfant. Mais le tout dans la discrétion. Mais lorsque cette affaire avec la fille de 9 ans éclate, la maman de la fille de 9 ans va faire ressurgir donc cette affaire avec l'enfant de 13 ans. Et donc une accusation supplémentaire d'agression sexuelle va s'ajouter à celle de la fille de 9 ans. Et pour ce qui est de la maman de la fille de 9 ans, qu'est-ce qu'on sait d'elle? Comme je te l'ai dit, elle est mariée au meilleur ami de SPM. Mais en réalité, lorsque tu regardes plus en détail cette affaire, tu te rends compte que cette femme-là, en fait, avait une liaison avec South Park Mexican. C'est-à-dire que pendant que son mari était en prison, elle baisait son meilleur ami. Les choses auraient dégénéré entre eux et un jour, elle aurait appelé dans les bureaux de Dub House Records pour demander $20 000 ou sinon, elle balance toute l'histoire à la presse et elle porte plainte contre lui. Et donc tout ça, là, ce que je viens de te dire, c'est des propos rapportés par Baby Bash qui était là et qui a vu ce qui s'est passé. C'est un témoignage comme un autre, donc tout ça à prendre avec des pincettes. She calls Dope House one day, wanting $20,000, or she's going to call it, or Carlos is going to get arrested. I'm right there on the phone watching Tootie, which is Carlos' brother, talk to her. What's wrong with you? And she's like, wants $20,000. He hangs up the phone and says, man, this bitch is crazy. She wants $20,000. He calls Carlos on speakerphone while I'm there. She wants $20,000. Are you going to go to jail? And Carlos like, man, fuck that bitch. That bitch is crazy. I'm going to give her no fucking money. Ce que je me dis, c'est que si une chose similaire arrive à ma fille de 9 ans, j'aurais pas envie de $20 000. J'aurais envie de la tête du gars. Donc, très bizarre. Et c'est 3 mois après que cette accusation est tombée. Donc, comme tu peux le constater, l'histoire est sombre à souhait. C'est très compliqué. Et donc, 1 an plus tard, lorsque le procès arrive, la fille de 9 ans est interrogée sur tout ça. Sa réponse n'est pas aussi claire qu'on pourrait le penser. En fait, ce qu'elle dit au début, c'est que c'était peut-être un rêve. Elle avait regardé un film d'horreur. Donc, peut-être qu'elle a rêvé. Et donc, SPM ne l'a pas réellement touchée. Et après, plus tard, elle a dit que finalement, c'était vrai. Donc, là, elle a semé un peu la confusion. Sans parler du fait qu'il n'y a pas de preuves. Par contre, quand j'ai bien fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs autres filles qui affirment avoir été agressées sexuellement par SPM. Il n'y a pas de preuves, mais il y a plusieurs témoignages. Et parmi les filles qui ont été agressées sexuellement par le rappeur, il y aurait eu 2 filles de 14 ans. Et d'après ce que j'ai vu encore une fois, ça aurait été un piège qui lui avait été tendu. Donc voilà des propos qui sont rapportés. Mais par contre, pour ce qui est de la fille de 13 ans qu'il a engrossée, ça il y a une preuve. C'est bien son enfant, il y a des photos, il y a tout qui prouve qu'il a avec cette fille de 13 ans. Et c'est donc toutes ces preuves-là qui permettront au jury de prendre cette décision.
have one trait in common, and that is that they are all liars, and you are no exception to that rule. There is only one victim in this case, and it is a 9-year-old girl. Well, they will carry out the jury's verdict for 45 years. Il sera donc condamné à 45 ans de prison, et malgré la décision du jury, les avis concernant sa condamnation sont extrêmement partagés. Tu as d'un côté tous les soutiens de SPM, les membres de son label bien évidemment, Baby Bash, Juan Gotti, et les fans qui crient haut et fort qu'il n'est pas coupable. Juan Gotti a d'ailleurs fait une chanson en l'honneur de SPM. That little girl, she's all grown up now, and she says you're her favorite rapper. Tells everyone that her mom made her say those lines in court. Un morceau qui aurait renforcé la conviction des partisans de SPM et qui aurait même convaincu certaines personnes de son innocence. Et pour d'autres, ce morceau-là aurait semé la confusion. Donc c'est très partagé. Et tu as bien sûr les personnes qui pensent qu'il mérite ce qui lui arrive. D'après ce qui est dit, il aurait vu et aurait su qu'elle avait 13 ans. Il y a les fans de 14 ans qui se seraient retrouvés dans une chambre d'hôtel avec lui, même si lui affirme ne pas avoir avec elle, elle affirme avoir une relation avec lui. Bref, c'est compliqué et tu as même le fils de SPM qui s'est exprimé à ce sujet en disant que son papa savait qu'elle avait 14 ans mais que c'était courant dans leur quartier et il dit Free SPM, il a l'air d'être en très bon terme avec son papa, lui-même rap. De son côté, SPM a continué à exister musicalement même derrière les barreaux. En 2006, il sort l'album When Devils Strike avec le morceau éponyme de l'album dans lequel il s'adresse directement à son meilleur ami en prison en lui expliquant tout ce qui s'est passé avec sa femme, en lui demandant pardon et en parlant aussi du chantage dont il a été victime. Cet album arrivera dans les charts et il sera à la 2e position dans le top 10 des albums rap indie, donc il a vraiment bien vendu pour un album qui a eu très peu de promotion classique. Il sortira un bon nombre de projets après celui-ci et ils connaîtront tous un franc succès auprès de sa fanbase. Au moins 4 d'entre eux figureront dans le top 10 des charts rap. Tu vois, donc comme je te l'ai dit, il n'existe pas dans la mémoire collective du hip-hop, mais parmi ses fans, il est encore là. Et certains artistes le soutiennent réellement. Voilà ce que Lil Kiki, un pilier du rap de Houston, dit au sujet d'SPM. En 2018. Tell you how much he's an influence in the city. I just got through doing about 4 or 5 songs for him in the last 2 or 3 months, man. This man is still dropping albums, still making money like he outside, man. Il y a d'autres artistes qui le soutiennent encore aujourd'hui et qui croient en son innocence. Je pense notamment à Shredda Truth, Fat Joe. If you know Carlos and you know the South Park Mexican and you know he wouldn't do no shit like that, don't be sucking the government's dick, man. Come on. DJ Paul a même dit qu'il était sous-coté. Je pense que tu sors de cette histoire encore plus confus qu'au départ. Je t'avoue que moi aussi, et c'est ok, d'accord? L'idée, c'est pas de sortir de cette vidéo en disant ce gars est une ordure ou ce gars est innocent. Non, c'est juste que c'est intéressant de voir deux choses. Il crée un antagonisme comme il est rare d'en voir dans le hip-hop. C'est rare de voir un artiste avec autant d'informations positives que d'informations négatives. Vraiment, c'est assez troublant. Et l'antagonisme qu'il crée aussi sa popularité, mais de façon très nichée. C'est-à-dire que, qu'il le veuille ou non, il a créé un culte following assez fort parce que aujourd'hui, soutenir SPM, c'est pas soutenir juste SPM, c'est soutenir aujourd'hui l'innocence d'un homme parce qu'il incarne l'innocent pour eux qui a été condamné à tort et donc en quelque sorte il faut être là pour lui. La famille et les proches d'SPM avaient d'ailleurs lancé une campagne Free SPM qui a été très populaire à un moment donné. Le fils de la fille de 13 ans en a fait partie, il a d'ailleurs crié Free SPM et tu as le camp opposé qui le déteste et pense que c'est un et ces deux camps s'entrechoquent jusqu'à aujourd'hui, et c'est justement ce qui renforce le cult following autour du rappeur. Comme quoi, il y a vraiment des histoires de dingue dans le hip-hop. En ce qui concerne sa liberté, South Park Mexican est éligible en 2024 à la liberté conditionnelle, ce qui veut dire qu'il pourra potentiellement sortir de prison et recommencer à produire de la musique. Dans tous les cas, j'aimerais savoir ce que tu penses de cette affaire. J'ai essayé de te donner un maximum d'éléments pour que tu puisses aussi te faire ta propre idée. Si tu as aimé cette vidéo, mets ton like, comme je l'ai dit, ça me donne une force incroyable. Commente un maximum, comme je te l'ai dit. Partage aussi la vidéo histoire de diffuser le mouvement. N'oubliez pas de faire un saut chez Chain Nation. C'est une marque que j'apprécie particulièrement. Je porte tous les jours leur chaîne, leur bague et même la montre. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Et aussi, suis-moi sur Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Mon compte privé, tu auras un maximum de réel. Le compte de Iconic, un maximum d'informations sur le rap et la pop culture. Et TikTok, on rigole et il y a toujours ces petites vidéos dynamiques que je fais habituellement. Donc voilà, c'était Chris d'Iconic pour te servir. On se dit à très vite. Cheers!